On est bon? On est bon. Super. Clear and loud. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le Wombat Café. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel avec moi. Il s'appelle Grégoire Blanc, il est théréministe, musicien, compositeur. On va parler de tout ça avec lui. Bonjour Grégoire Blanc. Bonjour Ryan, merci de m'inviter. C'est avec grand plaisir. Et justement, commençons tout de suite. Pourquoi j'ai décidé de t'inviter? Il y a de ça maintenant 5-6 mois, je me baladais sur YouTube et on me propose, en regardant une vidéo, une reprise d'une musique, la reprise d'un mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, et c'était Aquarium. Donc j'écoute ça à mon aise et j'entends du piano, j'entends du violoncelle et je vois cet instrument. Et je n'y comprends strictement rien, je n'arrive pas à comprendre le principe de cet instrument, je n'y arrive pas. Donc je regarde ta chaîne, j'essaie de comprendre un peu plus. Donc déjà, je comprends que cet instrument, c'est un thérémine. J'ai été intrigué par cet instrument, Oui. et je voulais d'abord, avant de parler du thérémine, comprendre un peu plus comment tu es tombé dessus, comment tu t'es dit, comment l'intérêt a commencé, et donc avant ça, comment tu as été intéressé à la musique de manière générale. C'est vrai que le thérémine, faut tomber dessus, parce que c'est quand même très très particulier, et c'est souvent très mal compris, on se demande vraiment ce que c'est. Plus globalement, la musique, j'ai commencé tôt, très tôt, vers 4-5 ans, quelque chose comme ça, par le violoncelle. C'était très très chouette, j'en ai fait une dizaine d'années. Et puis c'est quand je suis arrivé en classe de première, scientifique, on a fait une sortie scolaire, un truc qui avait rien à voir, un accélérateur de particules, Ok. la grosse visite du lycée, et puis dans le parcours didactique, il y avait un thérémine, et puis on nous parlait des ondes électromagnétiques, des débuts de la radio, de tous ces éléments-là. Et donc il y avait cet instrument au fond de la pièce, et puis le type qui nous faisait la visite nous dit, bah voilà, ça c'est un instrument de musique. Ah bon, vraiment? Alors ce truc qui ressemble à un porte-manteau, avec deux antennes qui dépassent, on se demande un peu comment ça peut marcher. Et évidemment, je suis très intrigué, j'avais même pas le nom de l'instrument, alors je rentre chez moi, je tape sur Google instrument bizarre avec deux antennes. Et puis voilà, je tombe évidemment sur YouTube, sur une vidéo. Je crois que c'était Peter Pringle qui jouait Somewhere Over the Rainbow. Enfin voilà, quand on tape thérémine sur internet, on tombe très vite sur, sur cette vidéo-là. Mais voilà, fascination immédiate, c'est complètement incroyable. Donc pour se représenter ce que c'est, le thérémine, c'est un espèce de boîtier électronique avec deux antennes. Donc, une antenne à gauche qui contrôle le volume du son, et une antenne à droite qui contrôle la hauteur du son. Donc, à la main droite, plus j'approche ma main de l'antenne, plus le son va être aigu. Plus je l'éloigne, plus c'est grave. Et à la main gauche, donc, on contrôle le volume. Et tout ça dans le vide. Et on ressent absolument rien quand on joue. C'est vraiment deux champs électromagnétiques. Si j'approche ma main d'un appareil radio et que je fais des interférences, c'est un peu ce même genre d'idée-là, quoi. Sauf que là, vraiment, on sculpte le son dans le vide comme ça, et c'est super intéressant. Et moi, ça m'a vraiment parlé tout de suite, parce qu'on retrouve un peu l'idée qu'on a sur un instrument à cordes comme le violoncelle, où on glisse ses mains sur un champ continu. Une corde, finalement, c'est quand je descends mes doigts, le son est plus aigu. Quand je les relève vers le haut du manche, c'est plus grave. Donc c'est un peu la même démarche.
Et voilà, donc bon, j'en ai parlé à mes parents, on s'est dit que ce serait marrant d'essayer, puis j'ai trouvé un instrument à vendre d'occasion pas très loin de chez moi, et je me suis lancé, quoi. Ça fait 7-8 ans maintenant, oui, ça fait un moment. Tes parents t'ont encouragé dans cette poursuite pour le thérémine. Est-ce qu'ils étaient musiciens? Non, mes parents sont pas, enfin, mélomanes, et puis si, maman un peu, elle faisait du piano. Mais si, puis bon, ils m'ont toujours encouragé dans mes expériences un peu originales. C'était ça, j'ai de la chance, j'ai été soutenu pour ça, mais c'est sûr que bon, c'était un peu, enfin, on pensait que ce serait plus à titre distractif. Ça allait être de passage et puis qu'il allait passer à autre chose, quoi, Grégoire. Voilà, c'est ça, une drôle d'idée comme il en a souvent, et puis bon, on verra bien ce qu'il fait avec, mais c'est sûr que ça, je peux le dire, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Hein. C'est au point que ce soit aujourd'hui vraiment mon métier, en fait. Donc c'est quand même quelque chose, une découverte importante. Et c'est ce que j'allais dire, ça a changé ta vie sur plein d'aspects. Est-ce que on pourrait dire que tu as choisi les études pour lesquelles tu es diplômé pour le thérémine? Alors non, pas du tout. Hein. En fait, donc après mon bac scientifique, je me suis orienté comme on fait quand on a un bac scientifique vers des études scientifiques. Donc j'ai fait des études d'ingénieur, 2 ans de prépa, comme c'est l'usage en France, et puis 3 ans après à l'école des arts et métiers. Donc c'est vraiment une école qui est centrée sur tout ce qui est mécanique industrielle. Voilà, ça forme des ingénieurs de terrain pour les chaînes de production, pour plein de choses. Hein. On peut faire plein de choses après les arts et métiers, mais c'est vrai que c'est un peu centré là-dessus. J'ai d'ailleurs fait une alternance pendant mes 3 années là-bas. Je travaillais en parallèle dans une entreprise qui fabrique des poids lourds, donc vraiment rien à voir. Ingénieur en mécanique industrielle, donc. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, enfin, voilà, j'avais vraiment pas envie de me dire à partir de maintenant, à 21 ans, je vais passer ma vie dans un bureau et je vais dessiner des systèmes pour porter des roues de secours ou pour blinder des camions militaires ou faire des choses comme ça. Donc, même si c'était très intéressant en soi, j'aspirais quand même à autre chose. Et je suis tombé sur un parcours intéressant qui pouvait rejoindre un peu ce premier parcours en ingénierie avec ma passion pour la musique, donc un master en acoustique musicale. Donc j'ai fait une 6e année d'études à l'IRCAM à Paris, donc c'est un institut de recherche vraiment dédié à tout ce qui touche aux sciences de la musique, aux nouvelles idées en composition. Il y a vraiment énormément de choses à l'IRCAM, c'est assez impressionnant. Et voilà, donc j'ai fait ce master-là, et le déclic vraiment de me consacrer à la musique à plein temps est venu quand j'ai fait mon stage de fin d'études à Montréal, où à vrai dire j'ai fait plus de musique que de recherche scientifique. C'était quand même assez libre, et c'est vrai que je passais tout mon temps libre à aller rencontrer des musiciens. Puis Montréal, c'est incroyable, c'est une ville hyper ouverte, donc on peut vraiment faire plein de choses. Et voilà, en 6 mois à Montréal, enfin, c'était incroyable, quoi. Tous les musiciens que j'ai rencontrés, toute la musique que j'ai pu faire. Et en rentrant, en septembre 2019, bon bah c'est décidé, je fais pas de doctorat, je vais pas plus loin, musique à plein temps, et puis et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Waouh! Quel était le premier morceau que tu as joué sur ce thérémine pour que tu tombes directement amoureux de cet instrument? Oh bah tu sais, c'est au début voilà, quand l'instrument est arrivé, tu essayes déjà de faire une gamme, et puis c'est la joie quand ça sort bien. Bah, spontanément, j'ai eu envie de faire plus de la musique classique avec, parce que j'avais ce parcours-là avec le violoncelle. Et d'ailleurs, c'était une très belle approche, parce que quand on est sur un instrument nouveau comme ça, en plus, le thérémine a vraiment cette connotation expérimentale, musique de science-fiction, enfin, c'est tout de suite ce à quoi on pense, quoi. Hein, un extraterrestre qui chante, un truc comme ça. Et mais c'est vrai que ça marche bien d'ailleurs pour ça, mais bon, c'est pas que ça, je pense. Mais voilà, apprendre à faire de la musique, à l'utiliser comme instrument de musique à part entière et pas juste comme gadget musical pour faire des effets, je pense que c'est important. Même si aujourd'hui, ça m'intéresse aussi de sortir justement de ce registre classique pour composer d'autres choses, essayer d'autres styles, et même l'utiliser en musique électronique avec des synthétiseurs, d'autres choses. Voilà, la musique classique, c'était quand même intéressant. Et oui, voilà, et puis bon, c'est ça, pendant toute la première partie de mes études, c'était vraiment un loisir. Bon, un loisir qui prenait beaucoup de place, parce que c'est vrai que les week-ends, les vacances, il y avait
souvent des opportunités d'aller donner des concerts ou même des cours ou enfin voilà rencontrer d'autres musiciens, faire de la musique ensemble. Euh, et voilà, ça a vraiment pris de la place. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant, mais la chaîne YouTube y est pour beaucoup. Et vraiment, enfin, ça faisait presque froid dans le dos au début de voir. Enfin, tu sais, j'ai lancé cette chaîne, c'était vraiment juste après 3 mois à jouer du Térémine. Bon, je vais montrer à mes amis, à ma famille, ce truc super cool que j'ai trouvé et avec lequel j'arrive à faire 3 notes. Et puis la vidéo, c'est public, donc les gens tombent dessus, et puis elle commence à être repérée par l'algorithme de YouTube, et tu sais pas par quel miracle elle commence à être vue, et puis là tu reçois des messages, tiens, bonjour, ça nous intéresse ce que tu fais, on aimerait t'inviter pour une émission télévisée, ah bon vraiment, et puis voilà, et puis clac, 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 et, et voilà. Et encore aujourd'hui, en fait, presque, je dirais 90% des projets que je fais viennent de gens qui ont vu des vidéos, que ça a intéressé, qui me contactent et qui me disent bah tiens, on aimerait travailler là-dessus avec toi, est-ce que tu serais partant? Et c'est très chouette quoi, hein. Ça fait vraiment une vitrine. Enfin voilà, c'est mieux qu'un. J'imagine, je sais pas comment on faisait de la musique dans les années 60-70, il devait y avoir des annuaires pour les professionnels du métier, et puis on devait passer des coups de fil. Là, aujourd'hui, on regarde sur YouTube, et puis on envoie un message, et puis on voit ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est inattendu comme la portée que ça peut avoir. Ah, c'est dingue. Donc, tu es parti du principe en postant cette vidéo YouTube sans même te soucier que ça pouvait peut-être marcher ou intéresser plus que ton entourage. Bah oui, vraiment, c'était. Enfin, les premières, bon, j'en ai supprimé quelques-unes parce que j'avais un peu honte de ce que je faisais en 2000, c'était quoi, 2012, 2013? Mais tu sais, j'ai l'air d'un petit garçon bien rangé, bien habillé. Mais non, non, oui, c'était vraiment inattendu. Après, oui, enfin, bon, quand on commence à comprendre, on fait attention, on fait plus une vidéo comme ça en 2 heures, un dimanche après-midi, et puis hop, je mets sur YouTube comme ça sans même réécouter. Donc maintenant, faut travailler un petit peu, mais puis là, maintenant, oui, oui, je fais vraiment attention à ça, et je sais que c'est ma carte de visite, et si je veux professionnellement avoir du travail aussi, c'est un peu une image qu'il faut soigner, hein. C'est comme, j'imagine, comme un acteur de cinéma qui se fait ses bandes démos pour les castings et tout, c'est un peu la même fonction, quoi. Oui, je crois que. Après, je suis pas musicien, mais j'arrive très bien à comprendre à quel point les musiciens sont devenus assez dépendants de la communication à travers les réseaux sociaux, à travers le partage. Complètement, oui, oui, C'est devenu essentiel, quoi, pour eux. tout à fait. Je me demandais, Térémine, quand on voit, en tout cas d'un œil extérieur, justement, à travers tes vidéos YouTube, ça paraît très abstrait. Même moi qui ai fait du piano, qui est quand même qui a mon diplôme de solfège et qui ai quand même étudié la musique, j'ai vraiment du mal à le comprendre, à comprendre le fonctionnement. Après, j'ai une formation hyper classique avec le piano où tu as tes deux notes noires, tes 3 notes noires, tu sais où se trouvent toutes les notes. Tu comprends très bien que quand tu tapes sur l'une, tu arrives à avoir cette note et c'est tout. C'est assez simple. Là-dessus, je suis désolé de le dire comme ça, tu gigotes tes mains dans une zone bien limitée et ça paraît impossible d'arriver à visualiser, ok, là je suis en train de faire un do. Ça paraît impossible à le voir. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est à travers l'oreille? Est-ce que c'est à travers autre chose? Et je vais te dire, c'est le cas, en fait. C'est impossible de visualiser la note que tu fais. Comment je pourrais expliquer ça? Ça, c'est vrai que c'est difficile aussi à expliquer quand on fait pas essayer l'instrument. C'est assez curieux parce que bon, c'est à la fois super intuitif en fait, parce qu'on arrive à faire. Les notes sont là, elles sont dans l'air. Quand tu lèves la main gauche, tout de suite, il y a le volume qui augmente et le son qui apparaît. Et puis à la main droite, tu approches ta main, le son devient plus aigu, tu l'éloignes, c'est plus grave. Quand tu l'essayes, tu comprends ce lien direct entre le mouvement et le son, c'est vraiment immédiat. Et c'est très spontané. Mais après. Donc au-delà de cette simplicité vraiment qui est dans la génération du son, je parle de ça parce que tu prends par exemple un saxophone, juste pour bien placer ses lèvres, bien placer la hanche, arriver à la faire vibrer et sortir un son, juste faire une note au saxophone, ça demande du travail, quoi, hein. C'est pas spontané. Un violoncelle c'est pareil, bien tenir l'archet, le mettre sur la corde, le faire vibrer sans que ça fasse un grincement épouvantable qui ferait miauler tous les chats du quartier. Enfin, je veux dire, voilà, là, le son est pur, propre, directement. Donc c'est simple
dans l'approche, mais après, voilà, c'est extrêmement compliqué d'arriver à avoir justement les sons que tu veux et d'avoir le son qui évolue comme tu as envie de le faire. À donner vie, en fait, à ce son électronique qui est pas plus incroyable que quand tu décroches le téléphone et tu entends un la. C'est un peu cette même tonalité-là, le thérémine, hein. C'est un son électronique pur, il se passe pas grand-chose, et il faut lui donner vie avec toute l'expression que tu peux donner, un vibrato, les nuances, tous ces éléments-là. Et alors comment ça marche? Ben, en fait, il faut imaginer... donc voilà, on a à l'intérieur deux oscillateurs. Un oscillateur, c'est un truc qui va vibrer, qui va faire vibrer. C'est un peu comme un moteur qui tourne, tu vois, et quand tu accélères sur ta voiture, le son devient plus aigu. Ben, c'est un peu la même chose en électronique. Tu fais vibrer un signal électrique, et après, quand tu passes ce signal dans une enceinte, c'est la membrane de l'enceinte qui va vibrer, et c'est ça qui, après, ça fait vibrer ton tympan, tu vois, dans ton oreille, et c'est ça qui donne le son, en fait. Donc là, c'est un oscillateur électronique, purement électronique. Il y en a deux, qui vibrent à très haute fréquence, et il y en a un qui est fixe et un autre qui est variable. Et quand tu fais... Je suis désolé, c'est peut-être un peu abstrait, mais on peut lire ça sur des articles beaucoup mieux écrits que ce que je raconte sur Internet, mais quand, quand la fréquence de l'un baisse, en fait, la soustraction des deux fréquences donne un truc audible, et après, quand c'est amplifié, on a le son. Et en gros, cette variation-là, tu l'as fait Il faut qu'il y ait un élément capacitif autour de l'antenne, autrement dit une masse. Donc le corps humain, c'est une masse reliée à la Terre, mais si tu mets un chat ou, ou n'importe quoi, un gros morceau de métal devant l'antenne, ça fait la même chose. Et c'est vraiment la capacité. Donc si je mets ma main devant le thérémine et qu'avec la main gauche je touche un objet métallique, le son va changer aussi, tu vois. C'est un ensemble de... Donc c'est un peu particulier à comprendre. Mais globalement, l'effet le plus direct, c'est tu le vois quand tu approches ta main de l'antenne, le son devient plus aigu. Donc faut vraiment essayer pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est tout à fait possible d'essayer. Si les auditeurs sont curieux, vous allez dans n'importe quel magasin de musique. Il y a toujours un thérémine qui traîne au fond quelque part. Ça se fabrique quand même. Il y a notamment Moog, cette marque américaine qui fabrique qui est connue pour les synthétiseurs, parce que Robert Moog a un peu inventé le synthétiseur moderne dans les années 60. Et Moog fabrique des thérémines, et on peut en trouver au même titre qu'une guitare électrique. C'est disponible, quoi, hein. Donc on peut essayer ça. Là, la manière dont tu expliques, ça paraît très difficile. Est-ce que quelqu'un t'a appris ça? Alors, bah, pour en jouer, parce que là, ce que j'ai raconté, c'est plus le fonctionnement de l'instrument en tant que tel. Après, pour en jouer, donc c'est vraiment juste à l'oreille, hein. Tu repères une note et il faut essayer d'en déduire les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, je peux pas, tu vois, je vois mon clavier de piano, je sais où est mon do, j'appuie dessus, j'ai pas de surprise, je peux me boucher les oreilles, je sais qu'on entendra un do. Là, le thérémine, si j'entends pas ce que je fais, si je mets juste ma main devant l'antenne, j'ai aucune idée de la note qui va sortir. Il faut que je l'écoute pour me dire « Ah, j'ai ça, c'est pas ce que je veux, je déplace ma main jusqu'à avoir le son que je veux entendre. » Donc il y a ce travail un peu de action-réaction. Enfin, tu vois, tu produis un son et puis tu corriges, tu fais des micro-corrections avec les doigts. Et oui, alors il y a une partie qui est spontanée. En tâtonnant, tu arrives à... Et c'est très drôle d'ailleurs, il y a des gens pour qui c'est très très intuitif. Souvent d'ailleurs, les violonistes, violoncellistes qui ont l'habitude d'un instrument à cordes où il faut chercher ses notes, tu les mets devant et puis assez spontanément, ils vont arriver à dessiner une mélodie assez reconnaissable très vite, quoi. Et après, tout le travail, c'est vraiment l'expression et arriver à faire quelque chose de convaincant, quoi. Tu vois, jouer les notes, c'est possible, on peut. Mais après, vraiment, faire de la musique, c'est tout autre chose. Vraiment arriver à maîtriser le son pour transmettre une émotion, ça, c'est un travail très long. Et effectivement, alors j'ai appris un peu seul dans ma chambre au début. Puis après, j'ai eu la chance de rencontrer Carolina Eck, qui est une des grandes spécialistes de l'instrument. Ça, je vous encourage vraiment à aller écouter le travail de Carolina. C'est très très impressionnant ce qu'elle fait. Elle joue avec une précision incroyable. Et puis, elle compose aussi des choses très intéressantes. Elle chante en même temps qu'elle joue du thérémine. Enfin, c'est assez fou.
Euh, et donc, elle m'a montré un peu cette technique de position de la main droite. C'était marrant, j'avais quoi? J'avais 15 ans, c'était un cours tout en allemand. Moi, j'avais mon allemand scolaire, hein, juste. Je me souviens des Ach, kein Vibrato, bitte, noch einmal. Mais. Enfin voilà, mais non, c'était très sympa. Mais oui, oui, donc elle m'a appris un peu cette rigueur. Mais tu vois, je l'ai vue pendant 2 heures, elle m'a présenté son truc. Après, j'avais l'impression de plus savoir rien faire parce que ça m'avait complètement retourné. Mais après, tu travailles et puis il faut développer un peu sa propre approche, sa propre technique. Donc moi, je sais que je peux pas morphologiquement avec mes mains faire les mêmes positions qu'elle utilise. Donc il faut adapter un petit peu. Et puis j'aime bien aussi garder une certaine forme de spontanéité, d'imprécision, donc j'ai pas ce mécanisme. Carolina, elle annote ses partitions, et sur telle note, sur tel truc, elle va avoir tel écart de doigt très précisément. Moi, je fonctionne pas trop comme ça, c'est plus... j'ai plus envie de ressentir le mouvement, donc c'est peut-être un peu moins précis parfois, mais peut-être aussi ça vit différemment. Donc après, chacun développe un peu sa technique et son approche. Ouais. Malgré le fait que tu as joué cet instrument déjà depuis 6 ans, comme tu disais, est-ce que tu n'as pas des positions naturelles de main qui arrivent très vite, dans le sens où je ne sais pas si la position de ta main, et donc la note qui va réagir face à la position de ta main, change d'un moment à un autre, parce que je me dis, voilà, si tu as fait plus de 100 fois, plus de 1000 fois le La qui est à cet endroit-ci, c'est-à-dire à 30 centimètres au-dessus de ta boucle, je suppose qu'il y a une sorte de mémoire musculaire qui se crée où tu sais que ton La, il va se retrouver là, non? Alors, pas vraiment, curieusement, c'est pas... En fait, si tu veux, la mémoire musculaire, elle existe, mais ça peut pas être une mémoire absolue, dans le sens où... enfin, l'espace entre ton buste et l'antenne, ça fait, je sais pas, il y a peut-être 1,50 m, enfin, dans mon cas, pour déplier mon bras vers l'antenne. Avoir une mémoire musculaire hyper précise de la position d'un doigt dans un espace d'1,50 m, c'est même après des années de pratique, et surtout sans repère, tu vois, c'est fretless le theremin, il n'y a pas de, comme on dit en anglais pour les instruments qui n'ont pas de repère, par rapport à la guitare, tu vois, la guitare il y a des frets, quand il n'y en a pas on dit que c'est fretless, donc là c'est le cas, c'est fretless, il n'y a pas de repère, mais en plus ce serait neckless dans le sens où il n'y a pas de manche, il y a rien pour reposer ta main, tu vois, tu es vraiment dans le vide. Donc trouver ces repères là-dedans c'est quand même super difficile, donc la mémoire musculaire elle est plus dans les écarts entre les notes, c'est-à-dire si j'en trouve une, pour trouver celle d'après, bon, j'ai plus ou moins des instincts pour plier mes doigts d'une certaine manière. Mais trouver la note directement, ça, tu vois, c'est vraiment impossible, quoi. Il faut toujours... Et d'ailleurs, on entend... alors, il y en a qui font ça, tu sais, qui mettent des écouteurs et qui écoutent un peu le son de leur instrument avant de commencer à jouer et que ce soit entendu par le public. Du pitch preview, comme ils disent. Moi je l'utilise pas, donc du coup on entend toujours, c'est pas forcément très gracieux, mais avant, tu vois, t'es en orchestre comme ça, et puis il y a le thérémine qui va commencer à jouer, et puis un petit peu avant, tu vois le théréministe qui discrètement essaye de trouver sa première note, et puis hop, il commence à jouer. Donc voilà, il y a toujours un peu ça, ouais, donc c'est vrai que c'est très particulier, mais ça, oui, faut vraiment essayer, être devant pour le comprendre, ou regarder les vidéos ou trucs, mais à expliquer, c'est quand même un peu compliqué. Puis il y a aucun autre instrument de musique qui fonctionne comme ça, c'est vraiment... tu sais, ça m'amuse, mais il y a une... Je suis désolé, j'ai oublié le nom du musicologue qui a fait cette classification des instruments enfin, une nomenclature très claire. Donc tu as les instruments plutôt percussifs, les instruments plutôt avant et tout ça, et puis après il y a des sous-catégories, et puis tu peux identifier vraiment un instrument, relier le xylophone avec le balafon, avec, enfin, tu vois, même des instruments exotiques, tu peux les grouper dans des catégories. Le violon occidental par rapport au héru en Chine, tu vois, il y a des modes de fonctionnement qui les relient. Et ben le theremin, il a vraiment une catégorie à part, parce que finalement c'est le seul instrument qui marche comme ça, quoi. Tu peux, enfin, tu peux le rapprocher enfin, tu peux très difficilement le rapprocher d'autres choses. Après, il y a des cousins, c'est vrai, il y a les ondes Martenot, sur le plan du son, on retrouve un peu la même idée, c'est un instrument électronique, continu, mais en même temps, le contrôle est tellement différent, enfin, je veux dire,
c'est quand même très difficile, voilà, de mettre le thérémine dans une case et de l'approcher, quoi. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis il faut imaginer, Léon Thérémine, en 1919, il invente ce truc. Enfin, c'est futuriste aujourd'hui. Il faut imaginer en 1919 à quel point ça pouvait être, mais carrément extraterrestre, quoi. Enfin, il n'y avait pas encore l'électricité dans toutes les maisons, et puis on sort cet instrument-là. Enfin, c'est incroyable. Corrige-moi si je me trompe. Léon Thérémine, au début, donc ce Russe qui invente Oui. cet instrument, au début n'était pas un instrument et était une sorte de système d'alarme ou plutôt un détecteur de mouvement qui créait un sifflement électromagnétique. Est-ce que je me trompe en disant cela? Alors, c'est pas loin de la vérité. Pour être exact, en fait, il travaillait après la Première Guerre mondiale sur un appareil qui servait à mesurer la densité des gaz. On voulait, si on connaît la densité d'un gaz, tu vois, on peut dire, bah ça c'est le gaz moutarde, enfin, voilà, on avait très peur des gaz après la Première Guerre mondiale, et notamment au niveau militaire, bien sûr. Et donc, en travaillant sur cet appareil-là, en fait, l'appareil marchait avec un système capacitif, justement, et il n'arrivait jamais à avoir des mesures fiables parce qu'il suffisait justement qu'il approche sa main de l'appareil pour faire bouger complètement la mesure. Et il a juste observé cet effet-là. Il approche sa main et puis il y a l'aiguille qui tourne. Donc voilà, un espèce, effectivement, de détecteur de mouvement, mais complètement involontaire. C'était pas ce qu'il cherchait. Et après, va savoir comment il a eu l'idée de coupler ça avec un oscillateur, justement, pour utiliser cette variation que tu pouvais avoir avec le mouvement de la main, l'associer à une variation de son. Je sais pas trop comment il en est arrivé là. Toujours est-il que sa première version du thérémine, c'était l'équivalent de juste l'antenne droite, donc il n'y avait pas de contrôle du volume, il y avait juste le contrôle de la hauteur du son. Tu approches la main, le son est plus aigu, tu l'éloignes, c'est plus grave. Et il y avait juste ça. Donc, puis en tant que violoncelliste, tout de suite, il a eu le réflexe, quoi, de s'imaginer sa corde invisible, tu vois, c'est un peu cet esprit-là, et puis d'aller trouver ses notes. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que, tu vois, si tu regardes des vidéos de Thérémine, le morceau le plus joué, c'est Le Cygne de Camille Saint-Saëns. C'est une des pièces les plus célèbres du répertoire du violoncelle. Et voilà, si ça fait partie des pièces de référence au Thérémine, ça vient de lui, en fait. C'est que c'est sans doute une des premières pièces qu'il a eu envie de jouer en tant que violoncelliste. Le Cygne de Saint-Saëns, puis Clara Roquemort, après, évidemment, enfin voilà, merveilleusement bien joué, et puis c'est devenu un peu une référence. Bah voilà, il a présenté son instrument à Lénine, ça devait être quelque chose quand même, et il paraît que Lénine en jouait très bien, voilà, enfin il a essayé une fois, et puis spontanément, c'est sorti, quoi. Le thérémine, c'est resté vraiment son invention aboutie, qui, tu vois, encore aujourd'hui, même les nouveaux thérémines qu'on fabrique, il n'y a pas grand-chose à ajouter, parce que ça, dans la pureté, en fait, de ce que c'est, juste le concept de base, les deux antennes, le son monophonique, et juste ça marche très très bien, et c'est un instrument de musique très riche, juste avec ce concept très simple. Tu parles de son monophonique. Quand on joue au piano, on peut par exemple faire des accords plaqués. Ça, c'est toujours bien pour finir une petite partition. Boum, on a nos accords plaqués. Au thérémine, c'est impossible. Non, tu fais vraiment une note à la fois. Il n'y a aucun moyen d'avoir deux sons en même temps. Souvent, les gens se demandent, bah alors, si tu mets ta main devant l'antenne et que moi aussi j'approche ma main, est-ce que ça va faire un deuxième son? Mais en fait, non, ça va juste perturber le premier, mais on a vraiment juste une note à la fois, comme un violon, et encore, sur un violon, tu peux jouer sur deux cordes en même temps, dans certains cas, mais là, voilà, c'est un violon à une corde, une flûte éventuellement, tu vois, il y a un peu... Mais une flûte à coulisses, donc... c'est un peu difficile de trouver des éléments de comparaison, mais voilà, c'est monophonique. Tu fais qu'un son à la fois, oui. J'ai essayé de m'informer quand même un petit peu sur mon invité. Et j'ai pu voir que tu avais fait une collaboration avec Moog Music pour construire un nouveau modèle de Oui. thérémine. Déjà, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le thérémine est un instrument plutôt jeune? Ah oui, complètement, oui, bah voilà, 100 ans, c'est beaucoup, mais c'est très peu, enfin, dans l'histoire de la musique. Je veux dire, le violon, ça existe quand même dans cette forme-là. Enfin, on imagine les générations de professeurs et d'élèves qui ont pu se transmettre la technique de jeu du violon depuis Paganini et tout ça. Enfin, je veux dire, ça fait du monde et ça fait de l'expérience. Là, c'est vrai que le thérémine, il y a pas grand-chose. Et puis tu vois que
Bon, en 100 ans, il a quand même été oublié et redécouvert un certain nombre de fois. Entre le moment où Térémine l'a présenté à Lénine et le moment où peut-être ça a été utilisé en musique de film dans les années 50, et puis après le moment où Lydia Kavina a commencé à vraiment faire de la musique contemporaine avec dans les années 80-90, et puis cette redécouverte, un peu cette renaissance qu'il y a depuis 2005, quelque chose comme ça, avec Caroline Haeck justement qui est une ambassadrice extraordinaire et qui sollicite énormément de créations. Elle a joué avec les plus grands orchestres et tout ça. Enfin, elle assoit aujourd'hui le thérémine dans le monde musical moderne, mais c'est vrai qu'entre-temps, il s'est passé plein de choses et peu de choses aussi. Donc c'est un instrument qu'on finit pas de redécouvrir, de remettre en question. Et c'est vraiment intéressant, quoi. C'est tout jeune et puis on l'a pas vraiment exploré jusqu'au bout, je crois, de ce qu'on peut faire. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faudrait, et c'est un peu en cours, revenir à des instruments expressifs. C'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un instrument assez jeune qui est passé par beaucoup d'étapes de remodelage. Et toi, tu reviens avec un nouveau modèle, avec Oui, pardon. musique. Comment on arrive là? J'ai complètement oublié la question, mais... Mais c'est pas de souci, je suis là pour ça. Oui, avec Moog. Mais alors, ça, c'est... Bon, j'ai eu une chance incroyable. C'était un concert donné à New York en février 2020. Pour les 100 ans du Térémine, on m'avait invité pour rendre hommage à Clara Roquemort, qui était la grande pionnière. C'est vraiment celle qui a donné ses lettres de noblesse au Térémine. C'est la première qui a développé une technique et qui a joué justement de la musique classique au Térémine. Donc on m'avait invité pour ça, pour jouer quelques pièces de son répertoire et puis d'autres choses. Et dans le public, il y avait des gens de Moog Music, alors je savais pas, mais en plus des gens importants. Il y avait le directeur marketing et puis l'ingénieur en chef. Alors, ah mince, si j'avais su, je serais quand même allé les saluer à la fin du concert. Mais voilà, et puis quelques mois après, je reçois un mail qui me dit bon, bah Grégoire, on aimerait t'inviter pour un événement en plein air. À Asheville, aux États-Unis, que tu donnes un concert devant l'usine Moog, et puis en parallèle, on te prendra à part pour te montrer un instrument super confidentiel sur lequel on travaille. Voilà, faut pas que t'en parles, mais ça va être intéressant, donc bah, évidemment, incroyable, quoi. Enfin, je sautais de joie. Bon, ça s'est pas passé comme prévu avec le coronavirus, évidemment. Donc on a travaillé à distance, donc c'était très drôle. J'ai reçu des espèces de grosses mallettes énormes, des prototypes qui arrivaient scellés chez moi. Tu ouvres et puis t'as le premier prototype du Claravox, comme ça. Et puis déballage par Skype avec l'équipe de chez Moog. Et puis, tu vois, c'est un peu... C'était marrant. Et oui, donc effectivement, bon, ils m'ont consulté un peu sur les dernières étapes de la... C'est-à-dire que j'ai pas conçu l'instrument en tant que tel. Il était déjà bien avancé dans la conception. Mais ils m'ont demandé vraiment de les aider pour tout ce qui était de la calibration et des réglages, en fait, pour vraiment que l'instrument réponde bien et qu'il soit jouable, en fait, pour un téréministe averti. Donc oui, c'est vraiment... Alors ce Claravox-là, donc ils l'ont nommé aussi justement en hommage à Clara Roquemort. Et selon la tradition, Léon Térémine avait appelé son instrument Térémine Vox, la voix de Térémine. Donc là, Clara Vox, mon garde... C'est beau, c'est poétique. C'est très poétique, n'est-ce pas? Et en fait, ça faisait, tu vois, dans la fabrication des térémines, donc il y avait un modèle qui se fabrique depuis les années 90, là, le Laserwave standard, qui marche très bien, mais quand tu voulais passer à l'étape au-dessus, vraiment l'instrument, je dirais professionnel, mais vraiment capable, expressif, musical, c'était les Airwave Pro qui a arrêté d'être fabriqué, enfin qui s'est fabriqué entre 2004 et 2006 peut-être, tu vois, quelque chose comme ça. Et je sais pas combien ont été produits, mais quand il a été hors de production, c'était impossible pour les musiciens de s'en procurer un. Et ça a été un vrai problème. Moi, je l'ai acheté d'occasion, tu vois, je l'avais acheté en 2014, mais déjà pour le double du prix auquel il était vendu à l'époque. Et après, sur le marché de l'occasion, ça s'est complètement enflammé. Et puis, problème de pièces, problème de fiabilité, tu vois, quand le truc tombe en panne, mince, comment on fait pour le réparer. Donc là, c'était très attendu que Moog se repenche sur la fabrication d'un vrai modèle de concert
Et donc le Claravox est arrivé. Et oui, non, c'était un honneur immense de travailler là-dessus. Donc finalement, on reste dans la même... Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, tu vois, par rapport à l'instrument d'origine. C'est toujours ces deux antennes. Le son est plus ou moins similaire avec ce qu'il faisait avant. Il y a juste de nouvelles fonctions maintenant pour l'interconnecter avec d'autres instruments électroniques. On peut vraiment explorer des choses intéressantes, quoi. Tu peux le brancher aussi à ton ordinateur, déclencher d'autres types de sons. Enfin voilà, j'ai pas tout encore exploré, et puis à vrai dire, j'ai encore un prototype là avec moi. C'est pas le truc a pas été complètement commercialisé. C'est un petit scandale d'ailleurs en ce moment parce que les gens ont précommandé l'instrument. Enfin, les précommandes ont été ouvertes en septembre, et puis le truc est toujours pas passé en production, donc ça fait un peu jaser, mais voilà. Mais en tout cas, non, non, c'est un très très bel instrument, et c'est sûr que pour le Theremin, c'est génial quoi, d'avoir un instrument disponible, les gens vont pouvoir essayer des choses, c'est important. Ben oui, il faut qu'il puisse s'ouvrir au public, que les gens puissent découvrir cet instrument. Toi-même, tu disais qu'il fallait recommencer à avoir des instruments plus expressifs et pouvoir être plus spontané à travers son oreille, à travers le mouvement. Donc, clairement, il faut l'intégrer dans la pop culture. Tu vois déjà ma transition, elle est toute faite, elle est magnifique. Ça fait très longtemps que le Theremin est intégré dans la pop culture, sans même vraiment le savoir. Par exemple, dans les films d'Hitchcock, on peut entendre du Theremin. Plus récemment, on a le film First Man de Damien Chazelle avec du Theremin. Il est intégré dans la pop culture, malgré ça, il a quand même, il est dans l'ombre. Tu vois, moi j'ai vraiment trouvé avec le Theremin mon instrument de musique pendant des années. C'est terrible, hein. J'ai eu un parcours musical vraiment chaotique. Je voulais jouer de tous les instruments, j'ai jamais été capable de me décider. Donc bon, le violoncelle, je l'ai fait un peu sérieusement, mais après le piano aussi, parce qu'il y a toujours eu un piano à la maison. Mais après, tu vois, enfin oh, le saxophone, trop cool. Et puis tu trouves une occasion, et puis hop, t'achètes un vieux saxophone sur le bon coin. Et puis oh, une guitare sans fret, j'ai envie de m'y mettre. Et puis enfin là, non, j'ai toujours eu ça, mais là, le Theremin, quand je suis tombé dessus, ça a vraiment été un coup de foudre, et j'ai vraiment trouvé l'instrument pour m'exprimer. Et donc dans la pop culture, oui, bah, voilà, ça existe. Donc historiquement, c'est effectivement un certain Samuel Hoffman qui était chiropodiste. Donc je sais pas trop la nuance, mais ça faisait partie de ces métiers médicaux entre chiropracteur, kiné, et puis, enfin, je sais pas trop ce qu'il faisait, mais bref, il était médecin. Samuel Hoffman s'est retrouvé avec un Theremin. En tant que violoniste, il apprend à en jouer, et puis il déménage à Hollywood, et puis là il s'inscrit sur l'annuaire des musiciens, et puis moi je joue du Theremin, et puis il se fait appeler par les réalisateurs, et puis tiens, tu pourrais faire une ligne de Theremin dans tel morceau, et puis donc il a joué dans... Il y a ce film de science-fiction super célèbre là qui était un peu un modèle du genre. The Day the Earth Stood Still, le jour où la Terre s'arrêta. Enfin bon, c'est un grand classique de la science-fiction des années 50. Mais voilà, dans la bande son, il y a ce Theremin super flippant là qui comme ça voilà, et ça a été pendant longtemps associé à ça. Et après, il y a beaucoup de gens qui ont utilisé aussi des sons qui évoquent le Theremin sans que ce soit un Theremin, donc justement en programmant un synthétiseur avec un petit vibrato dans les aigus. Ça, c'est la signature du Theremin, dans les aigus, avec du vibrato et quelque chose de pas très précis. Voilà, donc dans énormément de trucs, on retrouve ça. Donc oui, c'est présent. Je pense que tout le monde a déjà entendu sans le savoir du Theremin, quelque part. Et puis oui, il y a ce film, la First Man, ça c'est assez récemment. C'est vrai que c'était quand même une grosse production, et c'était sympa de voir un compositeur de musique de film l'intégrer vraiment, un peu comme dans les années 50, avec une belle ligne mélodique, une belle part dans le film. Donc on en est content, et puis tu vois, maintenant ça fait partie du répertoire. On m'a appelé là cet été en Suisse pour aller jouer, juste, tu vois, on m'a fait faire un déplacement à Genève pour un concert avec orchestre, juste pour jouer ce morceau-là. Ça durait 3 minutes, mais c'était... Donc il faudrait qu'il y en ait d'autres. Wow. Ben c'est bien, tu me donnes déjà une transition toute trouvée par rapport au fait que tu t'intéresses à la musique de film. Oui, à la musique de film. J'avais vu une vidéo de Theremin, La ruée vers l'or. En tout cas, une musique de Ennio Morricone. Je ne sais plus c'était laquelle. Et je me suis dit, ça marche super bien. Tu as fait des musiques pour des films.
Je voulais savoir un peu comment ça se passait. Je pense que ça va intéresser les gens de savoir comment ça se passe à ce niveau-là, comment la collaboration avec le réalisateur, comment on trouve l'inspiration, comment on teste, on fait des expériences, puisque tu aimes bien faire ça. Comment ça se passe un peu tout ça? Alors, bah, d'abord, je dois dire que je débute hein, dans le secteur. C'est vraiment tout récent. Et en fait, tu vois, ça fait partie de ces activités que j'ai qui sont venues avec le Térémine. Par cet instrument, bon, j'ai fini par être musicien professionnel. Et puis aujourd'hui, je me dis que faut vraiment que je me lance dans la composition à fond. Et j'espère avoir les armes pour. Et effectivement, on m'a appelé pour faire quelques courts-métrages et quelques trucs comme ça. Mais non, c'est un travail vraiment intéressant de travailler pour l'image. Donc là, tu vois comment ça se passe. Le réalisateur a une idée assez précise quand même de la couleur qu'il veut donner à son film. Une espèce d'ambiance, et puis tu vois aussi avec les couleurs qu'il choisit, avec l'ambiance, avec les décors, avec le jeu des acteurs, si c'est un truc plutôt sombre, plutôt absurde, parce qu'il y en a aussi, plutôt expérimental. Et puis après, ça dépend. Il y en a qui sont très précis et qui te disent, bon, bah voilà, moi je te donne des exemples de musique qui m'inspirent, essaye de faire quelque chose dans le même style, ou alors carte blanche, fais ce qui t'inspire avec ça, ou alors, enfin voilà, plusieurs inspirations, plusieurs sons, plusieurs trucs, et puis après. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler à l'image vraiment, c'est-à-dire composer, écrire par rapport au film. C'est-à-dire on peut faire ça aujourd'hui avec nos logiciels qui nous permettent d'enregistrer la musique en studio, de synchroniser vraiment l'image et le son. Et donc tu regardes les images et puis au moment par exemple où un acteur lève la tête, paf, je pose une note et à ce moment-là je veux qu'il se passe un truc et puis enfin, voilà donc construire vraiment construire la composition comme ça et puis après intégrer les différents éléments. Alors après moi c'est vrai que aujourd'hui il y a énormément de compositeurs dans le métier et c'est presque l'unique moyen qui travaille avec des instruments virtuels pour pouvoir assez rapidement faire des maquettes, tu vois, de la composition. Et plus que donner une partition, en fait, parce que le réalisateur, il pourra rien en faire de la partition, enfin, je veux dire, ça va pas forcément lui parler, lui donner, en fait, une maquette du son de la musique. Et donc, pour ça, on utilise des instruments, des synthétiseurs ou des instruments virtuels, donc un violon en bibliothèque d'échantillons, des trucs comme ça. Pour la musique orchestrale, on voit ça beaucoup pour le jeu vidéo, des bibliothèques orchestrales, c'est-à-dire des samples, des échantillons, qui sont remis bout à bout pour... Enfin, je suis désolé, je m'exprime pas très bien, mais je pense qu'on a l'idée. Non, c'est compréhensible. D'accord. Et voilà, et moi ce qui m'intéresse c'est d'utiliser justement les instruments que j'ai autour de moi, donc voilà, enregistrer le piano vraiment, enregistrer le thérémine, le violoncelle, et puis bon les autres instruments que je joue pas forcément très bien, mais pour des choses simples ça marche, une petite ligne de trompette, un truc, de la scie musicale, enfin voilà. Mais donner une couleur aussi un peu personnelle à ça, donc après, bon c'est sûr ça marche pas pour tout, mais bon, après aussi, le réalisateur qui m'appelle a vu mon travail et c'est un peu ce que je peux faire et comment ça peut marcher. Donc c'est ça qu'il cherche aussi, quoi. Voilà. Et c'est intéressant, oui, c'est vrai que... Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée de faire de la musique pour quelque chose. C'est pas de la musique pure. Il y a ce travail aussi que j'aime beaucoup en ce moment, que je développe, c'est le spectacle vivant. Je me suis retrouvé comme ça, dans un spectacle de cirque avec des Serbes et des Canadiens. Ça, c'est dommage, c'est un projet qui a été un peu avorté avec le Covid, mais ça, c'était génial, quoi. On me proposait de composer la musique du spectacle et en même temps de jouer du thérémine sur scène. Et c'était formidable. Il y a un costumier polonais qui m'a fait, qui m'a fait un costume d'acrobate. On m'avait même donné un monocycle pour. Enfin, c'était bon, le truc. J'allais bien au-delà du métier de musicien pur, mais c'était marrant. Et puis là, je travaille aussi avec un chorégraphe hip-hop, Kader Atou, sur son nouveau spectacle. Et là, ça va être formidable aussi. On va vraiment être sur scène, faire de la musique en live avec un autre musicien, Lou Barrault, qui joue d'instruments incroyables, le Cristal Bachet, le Séraphin, tout ça. Tu l'as bien notifié avant, tu collabores avec d'autres artistes qui viennent du monde entier. Toi-même, tu as joué en France, en Suède, au Kazakhstan, au Canada, aux États-Unis. Les publics sont-ils différents d'un pays à l'autre?
Oui, ils sont différents. Bah, après, il y a quelque chose de culturel aussi. Moi, c'est vrai que ce fameux concert à New York, là, je m'en souviendrai, c'était incroyable. Le public était presque hystérique. Bon, après, je pense que ça venait peut-être du lieu. C'était un festival vraiment de musique électronique où les gens devaient avoir l'habitude d'écouter, enfin tout sauf de la musique classique. Donc là, c'est vrai que le concert Térémine piano, ça a dû les surprendre. Et en fait, les réactions ont été incroyables, quoi. C'était standing ovation après chaque morceau. Puis bon, alors j'ai eu le malheur de jouer Clair de Lune de Debussy. Ça, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose avec cette pièce. Mais ça, moi, j'en ai marre. Je peux plus l'entendre. Mais Mais donc tu as des groupies à New York, il y a des groupies de Grégoire là-bas. bah écoute, je sais pas si c'était avant ou après, mais mais là, quand j'ai joué ça, mais les gens étaient en pleurs, ça c'était Ah oui. incroyable. Ah, mais non, mais vraiment, à la fin, il y a des gens qui sont venus, une dame avec un énorme manteau, là, comme ça, en fourrure, qui attendait son taxi avec son cigare comme Cruella, là, un reculant, oh, that was amazing, thank you so much. Enfin, voilà, donc oui, un drôle de public. Mais bon, ça venait Très peut-être. américain. Ouais, bah, ça venait peut-être après du lieu, Brooklyn, un peu hipster, voilà. Mais il y a de tout. Oui, en Suède aussi, ce truc à Stockholm, c'était un peu exotique. Enfin bref, ça dépend vraiment de là où tu vas. Puis un festival de musique classique, ça peut être très, très carré. Ah oui, et puis il y a eu le Kazakhstan aussi, ça c'était complètement fou. C'était un festival entièrement gratuit pour le public, fait dans la grande salle du conservatoire d'Almaty. Et là, c'était des concerts qui duraient 3 heures. Alors, je sais pas si tu imagines un concert de musique classique de 3 heures, ici ce serait impossible, enfin, le public tiendrait pas. Mais là-bas, ils étaient tous hyper attentifs et enthousiastes. Et ces concerts, c'était complètement fou. Tu pouvais avoir. Ils étaient construits de manière hyper variée. La première pièce du concert, ça pouvait être un orchestre à cordes, ensuite un truc avec clavecin et chant, troisième morceau, Térémine et orgue, quatrième morceau, un quintet avant, enfin je veux dire, voilà, chaque morceau, il y avait, et donc tu avais les techniciens de la salle qui déplaçaient le piano, les micros, les trucs, enfin c'était une organisation pas possible, mais non, vraiment incroyable. Ça passait du baroque au contemporain. Enfin, ça, c'était vraiment. Tu vois, culturellement, c'était intéressant aussi. Le public kazakh était donc, je pense, vraiment différent des. Donc, oui, oui, et c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier de musicien. Et j'espère bien enfin, on en est tous là, hein, mais qu'on pourra reprendre assez vite les activités en live parce qu'avec le Covid, c'est un peu triste. Mais voilà, plein de rencontres dans le monde entier, c'est chouette. Mais comment tu dirais que le confinement et la crise sanitaire de manière générale a pu impacter tes activités en tant que musicien? Mais je pense qu'on a tous dû, voilà, s'adapter. C'est vrai qu'à partir du moment où, enfin, dans tous les arts vivants, en fait, à partir du moment où il n'y a plus la possibilité de jouer en public, quand on est confiné chez soi, ben, la seule solution, c'est de produire. Alors, heureusement, la musique, ça s'enregistre, ça peut se diffuser comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai la chance, comme c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, d'avoir de quoi m'enregistrer correctement, bon, sans avoir non plus un studio professionnel. J'ai l'équipement de base pour produire des choses pas trop mal. Donc voilà, bah, c'est ça aussi qui m'a permis un peu plus de me lancer là dans la musique de film, bon encore à petite échelle, mais ça vient doucement, et puis la publicité aussi, ou des éléments comme ça. Et voilà, après c'est vrai que ce qui est un peu difficile, c'est au niveau financier, parce que voilà, quand on veut être intermittent du spectacle, comme enfin, c'est le régime qui marche bien en France, pour les artistes de la scène, ben voilà, il faut faire des cachets, des dates, des prestations. Et là, c'est vrai, quand on se met plus dans un objectif de composition, bon, bah c'est quand même un autre métier. Donc je me suis un peu, j'ai toujours pas trop compris. Je suis pas un virtuose de l'administration, donc je sais toujours pas trop comment ça marche. Mais voilà, puis il y a encore beaucoup de. Puis après, tu vois, c'est un peu une réaction en chaîne, c'est-à-dire que là, il y a 2 films sur lesquels je travaille où bah, c'est des petites productions à petit budget, donc ils ont pas forcément eux-mêmes les moyens pour faire le film, donc pour payer un compositeur encore moins. Donc bon, il faut tirer de tous les côtés, quoi, hein, donc c'est un peu. Voilà, mais après, bon, j'en profite aussi pour créer un peu.
des choses à titre personnel, dont j'aimerais bien sortir quelques albums là en 2021. Et je vois que tu collabores avec plein de musiciens qui ont des instruments plus classiques, ou en tout cas pas électroniques. Et je voulais aussi avoir ton avis là-dessus. Je pense que c'est intéressant et que, à mon avis, le public là, qui nous écoute encore maintenant, ils se rendent bien compte que c'est un instrument très particulier qui balance entre le classique et l'électronique. Je voulais savoir, toi, comment tu ressens l'acceptation du thérémine dans des opéras et comment est-ce que le thérémine est accepté par les autres instruments et comment tu trouves que le thérémine et le théréministe arrivent à s'intégrer dans un opéra qui peut paraître plus classique. En fait, tu vois, donc bon, effectivement, le thérémine, c'est un instrument électronique par nature, mais dans les faits, c'est pas si différent que ça d'un instrument acoustique, justement par le fait que, j'y reviens toujours, c'est expressif, et ça se joue comme un instrument classique finalement. Enfin, tu peux le jouer comme un instrument classique. Donc après, la seule différence, effectivement, c'est que ça émet pas de son directement. Il faut un ampli, un haut-parleur, enfin, tu vois, quelque chose comme ça. Mais à part ça, c'est tout à fait classique et traditionnel dans l'idée. Donc on peut tout à fait le marier avec des instruments plus traditionnels, et c'est d'ailleurs très intéressant, je trouve, d'avoir cette couleur-là. Dans le même registre, j'aimerais beaucoup un jour amener là pour le coup, des vrais instruments électroniques, synthétiseurs ou autres, aussi avec des instruments classiques. Je pense qu'on peut faire des choses, mais bon, c'est une autre démarche, j'en suis pas encore là, mais... et alors, comment c'est accepté? Ben, mal, souvent, au début, parce que c'est mal compris. Vraiment, enfin voilà, les musiciens se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc qui ressemble, oui, vraiment à rien et qui sonne bizarrement au début, enfin qui s'accorde pas comme le reste, qui... Bon. Puis il y a l'aspect un peu spectacle, c'est vrai, à chaque fois, ça énerve un petit peu, enfin voilà, on peut imaginer le musicien classique, bien rangé, qui voit le public, qui éclate de rire au début même d'un morceau sérieux, quand on voit le théréministe arriver sur scène un peu maladroit, qui essaye de brancher ses câbles, et bon, voilà, ça fait pas forcément sérieux, mais non, après, je pense que quand on entend ce que c'est, et quand on le joue bien, et que ça sonne, c'est vite accepté, quoi. Hein. Après, il faut l'utiliser à bon escient, il faut que ça ait un sens d'utiliser le thérémine dans ce qu'on fait, que ce soit fait avec goût. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est du répertoire vocal, remplacer une chanteuse par exemple, ça peut bien marcher. Ou pour jouer les œuvres qui ont été vraiment composées pour le thérémine, évidemment ça marche bien, mais on peut pas tout jouer avec le thérémine de toute façon, donc il faut choisir quand même un peu ce qu'on fait, mais... Après, voilà, oui, bon, il y a quelques anecdotes qui sont amusantes autour de ça. Là, bah, justement, ce concert en Suisse, tu vois, bon, je suis arrivé en retard à la première répétition. J'ai pas eu le temps d'expliquer ce que je faisais, ce que j'allais faire, donc j'installe mon instrument. Donc j'installe mon instrument, et puis au moment de commencer à jouer, donc vraiment, mais aucune préparation, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour ou quoi, parce que bon, déjà ils étaient tous énervés par le fait que j'arrive en retard. Et puis la Suisse, hein, tu vois, c'est bien, bien rigoureux. Et là, on joue le morceau, et puis la violoniste qui était juste à côté de moi, mais vraiment pas loin de mon antenne, se baisse pour ramasser un mouchoir par terre. Aïe, aïe, aïe. Et à ce moment-là, du coup, mon son baisse d'une octave, presque, tu vois, ça fait comme ça, donc en plein milieu. Donc là, le chef d'orchestre, plus pas n'importe qui, c'était Marjana Diakoun, là, c'est une grande chef d'orchestre en ce moment, qui se retourne vers moi, mais bon sang, mais qui est l'abruti qu'on est allé chercher pour jouer avec nous, enfin voilà, mais c'est pas de ma faute, c'est un mouvement de la violoniste, quoi. Enfin, donc, non, c'était... et après, il a fallu que j'explique que je m'excuse, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu différent, il faut expliquer un peu ce que c'est, comment ça marche. Mais bon, ça fait toujours un peu ça quand c'est nouveau, tu vois, je pense qu'il faut... quand ce sera devenu habituel, plus personne s'étonnera de... Déjà aujourd'hui, tu vois, plus personne s'étonne de voir une guitare électrique, même des événements classiques où on peut utiliser de la guitare électrique, tu vois, c'est un instrument qui est complètement rentré dans les habitudes, c'est plus associé au rock et aux musiciens avec les cheveux longs, tu vois, donc on pourrait avoir la même chose avec le thérémine. Est-ce qu'il y a un type de théréministe bien particulier, comme la guitare électrique avec les personnes aux cheveux longs?
Bah oui, il y a des stéréotypes, des gens un peu bizarres, mais ça, mais ça c'est vrai, oui, il y a des drôles de personnalités dans le monde du térémine. Ça intéresse un nombre incroyable de gens qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à l'ésotérisme et tu vois des voyantes, Ah bon? Ouais, il y a un peu ce côté-là, mais parce qu'il y a un côté un peu transcendantal, et puis bon, alors tu vois un nombre de gens sur YouTube qui, je sais pas, ils communiquent avec les extraterrestres, mais ils sont en transe quand tu les vois jouer du térémine, bon. Il y a un peu cette image-là, mais non, mais après, puis il faut être un peu original aussi pour avoir envie de se consacrer sérieusement à cet instrument, donc... et puis, enfin, moi-même, tu vois, même si dans la réalité, j'espère être relativement normal. C'est vrai, quand on voit des vidéos, on peut se demander de quelle planète je viens, et parce qu'on est aussi très concentré, et voilà, et statique aussi, tu vois, tu bouges pas beaucoup, parce que dès que tu bouges, tu changes le son. Donc, aussi dans la posture, ça donne cette image un peu bizarre, quoi. On va finir avec le dernier chapitre, parce que c'est déjà une émission assez longue et qu'il ne faut pas non plus être trop long dans nos explications. Je voulais savoir, niveau culture, est-ce que tu aurais quelque chose à recommander qui a un rapport avec le térémine ou pas? Niveau culture, bah alors déjà, en lecture, il faut lire Les Fous du Son de Laurent de Wilde. Laurent de Wilde, c'est un pianiste de jazz, brillantissime. Et puis donc il a écrit ce livre en fait qui retrace un peu les débuts donc de la musique électronique, du synthétiseur, comment c'est arrivé, et il part de très loin, il part des débuts de l'électricité, vraiment Edison, voilà, et il va jusqu'à notre époque moderne, et donc il y a un chapitre entier dédié au térémine. Et voilà, et mis en perspective, c'est vraiment une lecture intéressante. Donc les Fous du Son de Laurent de Wilde. Et puis au niveau musical, après, faut écouter Clara Roquemort. C'est toujours intéressant de voir ce qu'elle a pu produire. Faut écouter Carolina Eck, qui a fait ces dernières années une production discographique vraiment intéressante. Et dans plein de registres, il y a vraiment ce qu'elle a fait seule, et ce qu'elle a fait avec orchestre, ce qu'elle a fait avec d'autres musiciens. Coralie Heinger aussi, son nom de scène Terminal C, T-H-E-R-M-I-N-A-L, et puis C, voilà, qui elle utilise le térémine pour contrôler des synthétiseurs. Ça c'est vraiment, vraiment chouette. Je crois qu'elle a sorti d'ailleurs un album il y a pas très très longtemps. Donc ça c'est vraiment pour écouter le térémine au niveau contemporain, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis Grégoire Blanc bientôt. Exactement. Pour l'instant, c'est pas. J'ai un gros problème de perfectionnisme et de lenteur au travail, donc j'ai pas encore publié un peu ce que j'ai envie de publier, mais ça va venir. En attendant, il y a quelques vidéos sur YouTube, qui sont vraiment plus dans un registre classique. Ça représente plus forcément ce que j'ai envie de faire artistiquement, même si je vais continuer un peu là-dedans aussi, parce que ça me plaît, mais j'aimerais aller au-delà. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'aurais à dire dans cette émission très très longue. Faudra que tu fasses des coupes. Il va falloir, ça c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup à tout le public d'avoir écouté. Je remercie aussi Grégoire Blanc d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été aussi disponible dans ses réponses et aussi complet dans ses réponses. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le térémine, sur la vie de musicien et sur, de manière plus générale, la musique. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt. Et merci Ryan de m'avoir invité.